Alors, bonjour et bienvenue à ce webinaire, à ce rendez-vous du Cariforef. Alors, je suis Élise Dehaye, chargée de projet à l'Observatoire régional emploi-formation au sein du pôle analyse et aide à la décision du Cariforef de Normandie. Alors, le Cariforef a fait le choix d'instaurer de manière régulière ces rendez-vous qui sont des moments d'échange et de partage avec des personnes qualifiées, des témoins ou des experts à partir d'une production réalisée soit en interne, soit par des partenaires. Aujourd'hui, nous vous proposons d'axer ce rendez-vous sur les besoins en compétences et en formation en lien avec les métiers de la donnée et de l'IA en Normandie. Alors, c'est évidemment un thème d'actualité, cela ne vous aura pas échappé, et c'est aussi la thématique d'une étude intitulé Les métiers de la donnée et de l'IA en Normandie, réalisé par Nos Soins et qui a été publié en décembre dernier. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter les principaux enseignements de l'étude Les métiers de la donnée et de l'IA en Normandie, puis je passerai la parole à nos invités, Romain Rayot, directeur général de RedLab, Tariq Bihi, qui lui est data ingénieur chez Littoral Normand, puis nous entendrons Marc Fromentin de l'Université de Rouen-Normandie, qui lui axera son intervention plutôt sur Normantia. Et enfin, nous écouterons Bruno Tenaille de la région Normandie et qui nous en dira plus sur ce qu'est le Data Lab. Voilà, alors évidemment, je remercie encore une fois tout de suite chaleureusement tous ces témoins qui ont bien voulu participer aujourd'hui à ce rendez-vous du Cariforef. Alors, petite précision, Guillaume Folléa, hein, le responsable du pôle analyse et aide à la décision, m'accompagne tout au long de ce webinaire et il sera en charge de faire remonter ou de répondre aux questions dans le chat. Alors, n'hésitez pas à vous en saisir. Et puis, une dernière petite chose, ce rendez-vous est enregistré. Voilà, pour pouvoir proposer un replay. Alors, que puis-je vous dire sur cette étude et sur les principaux enseignements de cette étude de métier de la donnée et de l'IA? Alors, les données et l'IA sont partout et transforment notre manière de travailler et de vivre. En Normandie comme ailleurs, ces données deviennent des atouts essentiels pour les entreprises qui veulent rester compétitives. Alors c'est pourquoi la région Normandie et la DRETS Normandie ont mandaté le Cariforef afin d'analyser les besoins en compétences dans le domaine de la donnée et de l'IA. Alors, pour pouvoir éclairer les décisions concernant l'évolution des cartes de formation, et pour ce faire, un travail de recherche documentaire, une exploitation de données statistiques et des entretiens qualitatifs auprès d'experts, de représentants d'entreprises et acteurs de la formation ont été réalisés. Commençons par les chiffres. Les métiers liés à la donnée et à l'intelligence artificielle appartiennent à la famille d'activités professionnelles informatiques et télécommunications et font partie des professions en expansion. En Normandie, on compte environ 6205 actifs ingénieurs et 6211 techniciens dans les métiers de l'informatique et des télécommunications, représentant respectivement 0,5% des emplois régionaux. Ce sont des métiers très masculins, même si toutefois la part des femmes progresse, 4,3 points pour les ingénieurs et 1,2 points pour les techniciens entre 2015 et 2021. 39,8 ans pour les ingénieurs et 38,2 ans pour les techniciens sont les âges moyens des actifs en emploi. Des actifs qui ont un niveau de diplôme d'études supérieur, 89,1% pour les ingénieurs et 62,6% pour les techniciens.
Entre 2015 et 2021, les effectifs ont progressé de 41,6% pour les ingénieurs et 11,1% pour les techniciens, témoignant évidemment là d'une dynamique régionale significative. Pour ce qui est du marché du travail, au premier trimestre 2024, le nombre de demandeurs d'emploi ingénieurs de l'informatique représentait 0,2% des demandeurs d'emploi normands, toutes professions confondues, et le nombre de demandeurs d'emploi techniciens de l'informatique représentait 1% des demandeurs d'emploi normands, toutes professions confondues également. Il est à noter une augmentation notable des offres d'emploi, 252,6% pour les ingénieurs et 117,6% pour les techniciens depuis 2019. Des offres d'emploi qui sont considérées comme durables, puisque 86% pour les ingénieurs et 86,2% pour les techniciens sont pour des emplois de plus de 6 mois. Voilà ce que je peux vous dire pour les chiffres. En ce qui concerne les besoins régionaux à court terme, il y a eu en 2024 270 projets de recrutement pour les ingénieurs de l'informatique. Alors vous le voyez, 48% environ étaient regroupés dans le Calvados et 33% en Seine-Maritime. Concernant les techniciens de l'informatique, ce sont 410 projets de recrutement qui ont été dénombrés. Et là, pour le coup, c'est en Seine-Maritime qu'il y en a davantage, 61% et 22% dans le cas de Val d'Ours. Alors, toutefois, malgré une augmentation notable des offres d'emploi, le recrutement reste complexe. 66,7% des entreprises jugent les recrutements d'ingénieurs difficiles et 36,6% les recrutements de techniciens complexes. Alors, ce paradoxe peut s'expliquer par un déséquilibre entre les besoins des employeurs et les compétences disponibles sur le marché. Alors, l'étude s'est consacrée sur deux métiers emblématiques, le data ingénieur et le développeur en intelligence artificielle, pour leur rôle central dans les projets liés aux données. Ces deux professions sont complémentaires et illustrent les enjeux stratégiques et les défis de transformation numérique. Le data ingénieur a des compétences plus axées sur la gestion et l'organisation des données. Il construit des systèmes pour collecter, structurer et rendre les données accessibles. Le développeur informatique spécialisé en IA, lui, a des compétences plus orientées vers la création ou l'adaptation de programmes intelligents capables d'utiliser ces données pour résoudre des problèmes ou automatiser des processus. Les compétences techniques et analytiques sont prioritaires, mais doivent, selon les experts normands que nous avons interrogés au cours de la rédaction de cette étude, sont à compléter par des compétences comportementales, une bonne maîtrise des méthodologies agiles, des compétences relatives à la sécurité des données et des pratiques éthiques. Encore une fois, les professionnels interrogés au cours de cette étude se déclarent globalement satisfaits du niveau de compétences disponibles sur le marché du travail normand, notamment en ce qui concerne les compétences techniques. Cependant, pour relever pleinement le défi lié à la donnée et à l'intelligence artificielle, certains ajustements apparaissent nécessaires. Alors, un besoin accru d'expertise en nettoyage et organisation de données. Les entreprises peinent à trouver des experts capables de nettoyer et d'organiser efficacement les données. Or, cette compétence est essentielle pour garantir la qualité des informations utilisées dans les analyses et les modèles d'intelligence artificielle. Des profils hybrides alliant l'intelligence artificielle et l'expertise sectorielle. Il y a un besoin croissant qui se fait sentir pour des professionnels qui, au-delà de leur maîtrise des techniques d'intelligence artificielle, comprennent aussi les spécificités des secteurs d'activité.
ces profils hybrides jouent un rôle clé en aidant les entreprises à bien cerner, bien définir leurs besoins et à intégrer efficacement des solutions d'intelligence artificielle. Également remonté par les professionnels de terrain et les entreprises, un sujet sur la communication qui doit être clair et adapté. Les experts en données et en IA doivent être en mesure de s'adresser à l'ensemble des collaborateurs, quel que soit leur domaine d'expertise. Une communication efficace est essentielle pour expliquer les transformations technologiques et recueillir les besoins des équipes et adapter les solutions de manière pertinente. Et enfin, l'importance des données, des compétences transversales. Certaines qualités sont jugées indispensables dans ce domaine en perpétuelle évolution. La curiosité qui permet de se tenir informé des évolutions, la rigueur qui garantit un travail de qualité et le sens critique qui aide à évaluer et améliorer les solutions mises en place. Voilà pour ce qui est des compétences en Normandie. Alors, côté offre de formation, pour répondre à la demande croissante en compétences, la Normandie dispose d'une offre de formation diversifiée, allant du bac pro au bac plus 6. On a recensé une vingtaine de certifications inscrites au RNCP en Normandie. Dans l'enseignement supérieur, il y avait en 2022 3320 étudiants inscrits à la rentrée dans des cursus dédiés à la donnée et à l'intelligence artificielle. Donc ici, je parle des étudiants inscrits en BTS, en BUT, en licence, en master spécialisé et dans les diplômes d'ingénieurs. Ces formations dispensent un enseignement complet couvrant les fondamentaux en mathématiques, statistiques, et en programmation et en développement. Pour développer les soft skills, les projets en mode collaboratif, les stages en entreprise, les missions d'études en conditions réelles et les simulations d'entreprise basées sur des cas concrets sont privilégiés. Et pour répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux, les programmes intègrent des conférences ou des modules dédiés à la réglementation et à l'éthique de l'intelligence artificielle, souvent dispensés par des experts extérieurs. Et enfin, pour faire face aux évolutions rapides du domaine de la data et de l'intelligence artificielle, les universités normandes et les écoles d'ingénieurs ont mis en place une stratégie reposant sur la collaboration avec les entreprises, évidemment, et l'implication des laboratoires de recherche. Cette approche permet d'adapter en continu les programmes de formation aux besoins du marché du travail. Alors, pour conclure sur cette étude que je vous invite à aller lire intégralement, l'étude souligne l'importance croissante de la donnée et de l'intelligence artificielle en Normandie, comme ailleurs. Ces technologies transforment évidemment tous les secteurs, créant de nouveaux défis et opportunités pour les entreprises et les salariés. La Normandie dispose d'un écosystème plutôt solide pour soutenir cette transformation avec des initiatives comme le Data Lab Normandie et une offre de formation diversifiée. Le projet Normantia, dont nous allons parler tout à l'heure, renforce cette dynamique pour une approche pluridisciplinaire. Attention, petit point d'alerte pour une adaptation optimale. Des efforts supplémentaires sont nécessaires, notamment pour les petites et moyennes entreprises qui hésitent encore à s'engager pleinement dans des projets liés à la donnée et à l'IA en raison de la méconnaissance de la complexité technique et des coûts perçus. Il est donc crucial de poursuivre les actions de sensibilisation, d'accompagnement et de formation pour surmonter ces obstacles. Et aussi, autre petit point d'alerte, l'impact de la donnée et de l'IA s'étend également aux métiers transversaux, ce qui redéfinit aussi évidemment les pratiques et les compétences. Voilà pour ce qui est des principaux enseignements de cette étude réalisée et diffusée en décembre dernier, qui est téléchargeable sur notre site internet, bien évidemment. Je vais maintenant passer la parole à un directeur général, Romain Ragnot, directeur de RedLab, et qui va essayer de nous faire part
part de sa vision des choses en tant que recruteur. Voilà, Romain, je vous laisse Merci Élise. la parole. Alors, évidemment, on a envie de vous entendre, eh bien, sur un certain nombre de choses, notamment tout ce qui est autour des compétences techniques, des compétences transversales qui sont essentielles pour ces métiers, les difficultés si vous en rencontrez pour recruter, est-ce que les formations aujourd'hui préparent suffisamment selon vous? Et bon, voilà, enfin, je vous laisse nous dire de ce que vous, voilà, votre vision et de nous donner votre vision des choses. Merci Élise. Bonjour à tous. Donc pour me présenter, moi, Romain Rayo, effectivement, je suis le directeur général de Red Lab. J'ai un parcours commercial à la base. Je suis absolument pas un technicien, un informaticien. J'ai travaillé chez Altitude Infrastructure dans les infrastructures télécom, après dans le marketing, après dans l'industrie. Et en 2016, après avoir partagé mon temps entre Rouen et Paris, j'ai décidé de me calmer et de me mettre sur le digital, l'informatique, qui pour moi démarrait. J'ai connu le digital côté marketing et là, passé côté, on va dire, plus technique. Et il y a 3 ans, je suis arrivé chez Red Lab, donc j'ai pris la direction générale il y a 2 ans. Et du coup, Élise, est-ce que vous pouvez passer sur le slide Oui, alors suivant justement, pour la petite j'allais vous présentation? dire, mais qu'est-ce que c'est que Red Lab? Dites-nous tout. Alors, Red Lab, c'est une entreprise de services numériques qui est basée à Petit-Quevilly, à côté de Rouen. Notre métier, c'est de construire des solutions sur mesure. On a été créé en 2017 par un technicien, un ingénieur système et réseau qui s'est dit que pour transformer les organisations, c'était plus facile en étant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les technologies sont une super caisse à outils, mais il faut sortir le bon outil au bon moment. Et donc, les 3 grands principes de Red Lab sont la data, l'innovation et on va dire de manière fonctionnelle un peu les usines. Le mode de fonctionnement et le côté industriel, soit industriel de la solution, soit industriel du besoin. Aujourd'hui, on est 38 collaborateurs. On travaille essentiellement avec 3 types de clients. Donc, les grands comptes, les startups et le secteur public. Quand je dis grands comptes, j'inclus les ETI dedans. Nos 2 premiers clients, par exemple, sont le groupe Safran et la Matmut, qui est de toute façon un grand client, le plus grand client informatique de la région Normandie, on va dire. Notre ADN, c'est vraiment de se dire la donnée est de l'or pour les métiers. Et autour de ça, on a développé un écosystème de compétences, de méthodologies pour répondre à ces besoins spécifiques en créant vraiment des solutions sur mesure. Ce qui fait que nous, la seule valeur que l'on apporte, ce sont des têtes bien faites, des compétences maîtrisées, des bonnes méthodologies et de la créativité. Et tout ça, c'est ce qui nous permet d'aider nos clients. Et Élie, si vous pouvez passer sur le slide suivant. Pour faire ça, on a des développeurs. Quand je dis développeurs, je vais utiliser plusieurs mots. Je vais utiliser par exemple ce qu'on appelle du full stack. C'est des développeurs qui sont à la fois capables de faire des écrans, donc là, le rendu par exemple que l'on a, mais aussi les processus, tout ce qui est lié derrière. Quand j'appuie sur tel bouton, il se passe telle chose. Et ces développeurs, ils sont importants parce que c'est eux qui amènent cette expérience, cette fluidité. À côté, il va y avoir les data ingénieurs. Je vais prendre une analogie qui est facile pour tous. Vous prenez un opticien comme Chris. La réalité, quand vous allez dans un magasin et que vous demandez des lunettes, ils vont se connecter sur un outil où on va pouvoir choisir nos lunettes. Et derrière, quand on va demander le devis, il va falloir se connecter ou être capable de se connecter à 1200 mutuelles pour savoir quelle est notre prise en charge. Vous savez la petite phrase, vous avez votre carte de mutuelle? Et bien celle-là, ça veut dire que derrière, il y a une équipe de data ingénieurs qui tous les jours vérifie que la donnée est bien apportée, est bonne, est fraîche en permanence pour pouvoir faire ce devis en temps réel. Et c'est cette combinaison avec des développeurs, des data ingénieurs, parfois des data scientists quand il y a vraiment de l'intelligence artificielle, des data analystes pour créer des solutions. Donc là où finalement on recherche le plus actuellement, ça va être vraiment des développeurs full stack avec cette vision data qu'on va retrouver avec des technologies comme Python par exemple, et des data ingénieurs, ces fameux responsables du plat de spaghettis pour que les données soient bien prises à un endroit et déposées à un autre et qu'elles soient transformées, stockées, sécurisées. Très bien. OK. Ensuite, le deuxième axe, c'est plutôt les data analystes.
la data visualisation. Donc là, c'est tout ce qui est creusé dans des données qui existent. Les data scientists, donc qu'on a beaucoup formés. Alors, les data scientists sont très liés à l'intelligence artificielle, au modèle d'algorithmie. Et effectivement, depuis quelques années, il y en a beaucoup qui sont sortis des études. Et je pense que ça sera l'occasion d'en reparler parce qu'on voit qu'il y en a eu peut-être un peu trop de sorties avec une couche, on va dire, data ingénieur industriel un peu différente. Et je crois que là, sur les principaux profils qu'on recherche, ça va être autour de ça. D'accord, très bien. Et alors, pour recruter ces personnes, justement, alors, est-ce que c'est facile? Est-ce que, ou est-ce que c'est plutôt difficile? Et quand ces personnes sont recrutées, est-ce que c'est facile de les garder dans l'entreprise? Alors, ça peut être compliqué de les garder pour plusieurs raisons. Quand on parle data en région, on parle encore souvent et trop souvent d'anciens systèmes autour du décisionnel, par exemple, avec des mots comme SAP, BO, etc., où on se disait on a des grands systèmes et on vient connecter dessus finalement des tableaux de bord. Et pour nous, la data, c'est pas ça. La data, c'est quelque chose qui est créé à un endroit, qui est déposé à un autre, qui est utilisé par un autre service, et c'est le croisement de l'ensemble de ces informations qui vont permettre de dégager de la valeur. Du coup, on a un décalage entre certaines attentes du marché et les attentes des consultants. Et globalement, je pense que le marché régional en termes de data, parce que les entreprises n'ont pas encore basculé en Normandie là-dessus, a quelques années de retard par rapport à ce qui se fait à Paris, ce qui fait qu'il y a un décalage des attentes en termes de stack technologique entre ce que les clients normands peuvent proposer et ce que les collaborateurs qui sont à la pointe de la technologie veulent. Donc, il y a ce petit décalage-là. Et ensuite, le métier de data ingénieur qui, euh, qui a été un peu oublié pendant quelques années, qui finalement rend la chose industrielle. On a pu faire des POC facilement en IA, mais quand il faut le confronter à la réalité de l'industrialisation, bah, ce sont d'autres compétences et c'est là où les data ingénieurs prennent tout leur sens. D'accord, très bien. Après, dans la partie, on va dire, maintien en information, il y a des choses qui sont importantes. Moi, en tant que recruteur, mes concurrents, ce sont des clients finaux qui ont besoin de ce type de profil. Il y a aussi la partie, on va dire, éditeur et start-up, où là, il y a une espèce de dumping qui a pu avoir lieu avec la volonté d'avoir des startups, des licornes qui travaillent qui sont en télétravail complet, ce qui fait que des collaborateurs normands peuvent plus facilement être happés par des entreprises parisiennes avec des salaires parisiens Ouais. qui ne jouent pas forcément dans la capacité à s'inscrire dans le temps ou en tout cas s'accrocher au territoire. Là, tout à l'heure, les chiffres ont été cités, il y a 12 000 emplois entre les ingénieurs et les techniciens, 3 320 inscrits sur 6 années. Ça veut dire que globalement, il va y avoir 600 personnes qui sortent par an, mais ces 600-là, il y en a peut-être que la moitié qui va rester attachée à notre territoire. C'est ça. Physiquement. Et donc, oui, pardon. Et le dernier point, c'est sur la partie, effectivement, évolution des modèles, puisqu'on voit que on va dire les freelances ou les entrepreneurs autonomes prennent de plus en plus de poids parce qu'il y a la possibilité d'avoir de l'aide à la création d'entreprise avec une rupture conventionnelle, des droits au chômage, etc., qui fait que s'inscrire dans une organisation comme la mienne, c'est un peu plus compliqué en termes de recrutement parce qu'il y a d'autres modèles. Donc là où je cherche finalement des CDI, je vais plus facilement trouver parfois des freelances ou des entrepreneurs autonomes. Ok. Et donc, comme ceci, oui, selon vous, voilà, comment on peut les garder dans nos entreprises, ces gens-là qui s'en vont, parce que voilà. Alors pour moi, Ça, une fois qu'on a formé les data ingénieurs finalement, parce que c'est là que je vois la vraie carence, c'est de chacun dans chaque organisation se dire qu'est-ce que je peux apporter. Donc c'est aller chercher les projets intéressants. Je parlais par exemple de décalage entre les technologies, mais il y a aussi vraiment des choses qui sont intéressantes, hein, des sujets. On a accompagné Mapato qui faisait de la mise en relation entre des malades avec des praticiens spécialisés.
ça a du sens. On n'aide pas à vendre des petits pois dans la grande distribution. Il y a des choses, il y a des projets qui ont du sens. Ensuite, il y a la notion, on va dire, de communauté d'experts. Nous, on le fait beaucoup. C'est, voilà, les data ingénieurs au sein de Red Lab se réunissent en une communauté pour se challenger techniquement. On n'est pas tout seul. Ça permet d'élever le niveau de compétence et de prendre des risques aussi de manière commune. Donc, ce qui est intéressant. Il y a la notion de trajectoire. Donc, on parle là effectivement de formation initiale, mais il y a tout ce qui est formation continue. Se transformer, même si c'est inhérent au métier de la technologie, mais on peut aller encore plus loin, on peut aller encore plus vite pour proposer aux personnes des trajectoires de montée en compétences intéressantes avec différents axes. Il y a l'agilité, tout à l'heure vous en avez parlé rapidement, mais l'agilité aussi dans les produits et dans les méthodes. Le but, c'est de pas être dans des tunnels ou dans des couloirs. C'est rapidement pouvoir tester, mettre en production et pas avoir des belles solutions qui restent sur l'étagère. Et le dernier, là, c'est en tant qu'employeur, l'avant-dernier en tant qu'employeur, c'est vraiment donner beaucoup de visibilité sur ce qui se passe dans l'organisation. Nous, on a instauré, par exemple, qu'une fois par mois, l'ensemble du comité de direction, finalement, vient voir l'ensemble des collaborateurs et leur donne toute la visibilité sur l'entreprise. C'est quoi toutes les news côté RH, c'est quoi tous les projets. Et là, on dit ce que chaque personne a fait pour l'ensemble de l'entreprise. Effectivement, on est une boîte de service, tout le monde n'est pas sur les mêmes projets, mais comme ça, chacun est conscient de ce que les autres font pour pouvoir aller poser des questions, assurer de l'interaction. Et le dernier point, c'est vraiment de créer des initiatives innovantes en interne qui peuvent servir à l'externe pour montrer aussi qu'on peut prendre des risques. Alors là, si vous pouviez juste passer sur le slide suivant, je vais vous expliquer quelque chose que l'on a fait nous, pour nos besoins internes. Donc, mon métier, c'est par exemple de savoir où sont les technologies que je maîtrise, que l'on maîtrise chez nous. Oui, je ne sais pas si vous y arrivez. Voilà. C'est de savoir où sont les technologies qu'on maîtrise. Là, je prends vraiment des mots-clés, computer vision, Python, React, Angular, etc. pour les techniques. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on a mis un moteur qui vient tous les jours analyser les offres sur Indeed, qui utilise des langages de type LLM, donc ChatGPT et autres, qui sont capables de comprendre le contenu de ces offres, de vérifier si on retrouve les technologies qu'on maîtrise et d'en faire des tableaux de bord. Ce qui fait que maintenant, si j'ai un peu de bande passante avec un consultant qui a telle technologie de dispo, je tape la technologie, j'ai l'ensemble des boîtes qui ont besoin de ça. Et si je veux aller cibler un nouveau client ou un prospect, je tape son nom et j'ai l'ensemble des offres d'emploi. Et je sais quel est son patrimoine applicatif. Ça a modifié la manière de travailler pour mes commerciaux. Ça a permis, il y a 2 ans et demi maintenant que ça a été fait, on était déjà en avance sur l'usage des LLM, comment l'intégrer dans un processus. Et ça, ce sont des choses concrètes où les collaborateurs prennent un risque. Nous aussi, on prend un risque et qui permet aussi de se sentir utile parce que ça sert toujours dans l'efficience de la boîte. Donc, c'est aussi montrer le chemin, montrer la voie. Très bien. Donc, voilà comment Red Lab, on aborde, nous, ces sujets de recrutement. Voilà. Très bien. Y a-t-il, je vois que Guillaume, a priori, dans le chat, il n'y a pas de questions. Non, mais peut-être une petite question transversale qui est peut-être partagée par beaucoup d'entre nous. Je reviens un petit peu à votre premier propos là de tout à l'heure sur les métiers. On est dans un univers où on peut être un peu parfois confondre certains métiers, data ingénieur, data scientist, data analyst. Est-ce que ce sont des métiers qui sont réellement spécifiques les uns des autres, ou est-ce qu'on est dans un univers qui est fait de transversalité, où on pourrait passer de l'un à l'autre? Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, redire peut-être les grandes spécificités de chacun? Alors, il n'y a pas j'ai pas vu de nomenclature claire, mais on verra si Marc, Bruno, etc. sont d'accord avec moi. Globalement, on va avoir les développeurs traditionnels que l'on retrouve, qui font des écrans et qui font, on va dire, les règles sous-jacentes. Ensuite, il y a le data ingénieur qui, lui, est le gardien du temple de la donnée. C'est-à-dire qu'il apprend un endroit, il la nettoie, il la sécurise, il la présente d'une manière qui est robuste et qui permet à chacun de s'y retrouver.
Là-dessus, il va y avoir à côté les data scientists qui, eux, vont être capables de travailler sur des modèles d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que globalement, ils vont développer des algorithmes qui, en faisant rentrer un certain nombre de données, vont ressortir d'autres données qui vont être traitées par des modèles d'IA, soit des modèles qu'ils vont créer, soit des modèles qu'ils vont adapter. Et globalement, à 95% des cas, c'est les universités et les grandes boîtes qui créent des modèles. Et ensuite, on vient adapter ce qu'on appelle fine-tuner des modèles existants ou les combiner entre eux. Et donc là, on a des données, on va dire, qui sont exploitables, qui ont été créées par le data ingénieur ou qui ont été créées finalement par le data scientist. Et on va avoir un data analyst qui va aller creuser dans ce puits de données, chercher de la valeur. Et une fois que cette valeur est créée, bah, elle va être exposée. Là, ce que vous voyez sous les yeux, par exemple, c'est du Power BI. Ça peut être le data analyst qui peut être le même que le data viz. C'est pour ça que ces deux-là, je les rapproche souvent, qui a été creusé finalement dans la donnée pour chercher l'information. Là, on a vu tout ce qu'Élise nous a présenté au début. Il y a bien eu, j'ai été chercher l'information, le data ingénieur l'a stocké, l'a formalisé d'une manière qui était accessible, et ensuite, les données pertinentes ont été cherchées par le data analyst et exposées par le data viz. Donc, j'avais échangé comme ça avec France Travail sur des notions de reconversion. Plus on se rapproche de la fin, plus on est dans le métier. C'est-à-dire comprendre la pertinence du métier. Un data analyst peut être très bien sans avoir de compétences finalement informatiques, parce que la donnée est déjà prête à digérer celle qu'a mis à disposition le data ingénieur. Et donc, ça peut être un très bon comptable, un commercial, un chargé de formation, un responsable tourisme qui vient dans ce gisement de données et en sortir la valeur métier. Merci beaucoup, c'est très clair. Merci. Merci Romain, merci. Pas d'autres questions pour le moment dans le chat, Élise? Bien, merci. Bon, bah, alors après le recruteur, l'employeur, eh bien, nous allons nous tourner vers Tariq Bihi, qui donc, je vous le disais tout à l'heure, est data ingénieur chez Littoral Normand, et voilà, et il est là avec la casquette métier, et il va nous expliquer, enfin, il va nous dire d'où il vient, quel est son parcours de formation, son parcours en emploi, et voilà, je te laisse la parole, Tariq, pour eh bien, nous donner à voir un peu sur ces questions-là. Bonjour à toutes et tous. Oui, effectivement, Tariq Bihi. Donc, je suis actuellement chez Littoral Normand, donc un groupe de conseil en agriculture. Donc, mon parcours, j'ai fait des études en informatique parce que j'étais attiré par ça, mais ne sachant pas trop ce que je voulais faire vraiment dans l'informatique, je me suis orienté vers le système et réseau. Donc j'ai un parcours de système et réseau et j'ai découvert la data en fait au cours de ma première expérience professionnelle. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable ce qu'on peut faire avec de la donnée et la plus-value qu'on peut apporter. Et c'est tout naturellement en fait que je me suis orienté vers ça, mais c'est pas du tout issu d'un cursus scolaire où même si il y avait quelques bases dans les systèmes et réseaux, dans les troncs communs qu'on peut avoir dans les premières années. Mais voilà, je suis tombé pas dans la marmite quand j'étais petit, mais un petit peu au cours de l'expérience professionnelle. Et, et aujourd'hui, on voit à quel point ce métier a pu changer. On le voit au travers des nouvelles technologies qui peuvent arriver. Quand j'ai commencé en 2013, le cloud, on en entendait très peu parler. Aujourd'hui, les clouds sont relativement bien implantés dans les entreprises. On voit enfin certaines choses qui arrivent. Il y a aussi notre mode de consommation de la donnée qui a évolué. Là où avant, on prenait un peu plus de temps pour traiter l'information, etc. Aujourd'hui, on veut la donner tout de suite et maintenant. Si on la requête, il faut que tu nous l'apportes tout de suite. Donc voilà, il y a un peu cette connaissance du poste de data ingénieur que j'ai découvert à la fois qui était un peu plus souple et flexible en termes d'attente, on va dire. Et aujourd'hui, on est un peu plus, bien que le côté cloud nous facilite quand même grandement les choses sur certains points. Alors,
on Peut-être, voit que ça apporte quand même un peu de complexité. donc pour l'auditoire, un cloud, très rapidement, c'est quoi? Un cloud, c'est un endroit où on a des solutions qui sont mises en place, que ce soit des solutions matérielles, donc les serveurs, etc., qui nous servent à des machines, mais aussi des solutions logicielles. Donc on a pu toute cette installation à faire, etc. On a un peu ce qu'on appelle des solutions sur étagère. Donc on choisit, on va chercher ce qu'on a besoin et puis on le monte assez rapidement. Ça permet d'aller à la fois rapidement et ça permet aussi des fois de supprimer un peu la compétence. Je dois connaître un peu par cœur l'outil ou la solution pour pouvoir le déployer. D'accord, très bien. Et sinon, je vais revenir aux compétences, en fait, à l'évolution. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont comment les compétences, ce que les employeurs ont demandé aux personnes, aux personnes, l'évolution des compétences sur, toi, tu as commencé à travailler en 2013, voilà, ça fait un peu plus de 10 ans. Euh, comment, ouais, comment les choses ont évolué et comment toi, tu t'es adapté aux compétences demandées, voilà. Oui, les compétences, je vais commencer par le début du parcours et Mm, comme le disait très bien Romain, à l'époque, on voulait voilà, mettre de la visualisation, une BI à la fin, donc on adaptait tous nos process pour arriver à cette BI, cette visualisation. Donc on faisait un peu, on apportait la donnée, etc. Mais il fallait aussi faire cohabiter les systèmes entre eux. Donc des petits échanges de données entre les différents systèmes d'information pour les faire communiquer. Aujourd'hui, effectivement, avec l'émergence des data scientists, de ces postes-là, on voit que la valorisation de la donnée, elle doit être différente, on doit l'amener différemment. Et du coup, nos compétences font que on doit aussi un peu évoluer vers la connaissance de ces métiers pour pouvoir répondre à ces besoins. Connaître les besoins d'un data scientist, ça permet aussi de s'adapter en termes de processus là-dessus. Donc, on restait sur des environnements, comme je le disais, un peu traditionnels à l'époque. Donc, on avait des compétences sur ce qu'on appelle des ETL, Extract, Transform, Load. Donc, on extrait de la donnée, on la traite un petit peu, on la nettoie, etc. et on la charge dans d'autres systèmes. Beaucoup de SQL, donc pour le requêtage des bases de données, des langages de programmation, Python est le plus utilisé aujourd'hui. Mais maintenant, on va avoir des compétences qui évoluent, comme je l'ai dit avec le cloud, on va avoir besoin d'avoir la connaissance de ce qu'on appelle des Docker, par exemple, pour monter un petit peu, pour construire des infrastructures rapidement. On va avoir la partie CI/CD, donc pour un peu automatiser les livraisons et les versions. On va avoir toutes ces compétences qui vont arriver dans l'écosystème et qui nous amènent à faire évoluer ce poste de data mm, ingénieur. d'accord. Juste une petite remarque qui fait le pont avec la question de Guillaume tout à l'heure. Euh, un data ingénieur dans une entreprise euh, aura peut-être pas le même périmètre à couvrir un data ingénieur dans une autre entreprise. Mm, Aujourd'hui, euh, moi, je suis un peu moins persuadé que les frontières, elles sont entre les différents postes, elles sont claires et établies. Pourquoi? Parce que des fois, les besoins en recrutement font que un data engineer va assumer plusieurs casquettes. On peut être à la fois data engineer et puis aller jusqu'au data analyst, au data viz, donc faire toute la partie BI, etc. Quand un data scientist peut aussi faire du data engineering parce qu'il y a besoin aussi de remplir cette casquette-là. Donc, on le voit aussi au travers des différentes offres qui peuvent paraître, qu'on recherche un data engineer, mais quand on lit les lignes, on se rend compte que bah, finalement, on est un peu plus sur du data engineer plus autre chose, ou à l'inverse, les data scientists, on est sur du data scientist plus autre chose. Euh, donc, moi, en termes de compétences, aujourd'hui,
au regard de toutes les solutions qui arrivent autour de ce qui va, ça va très vite aujourd'hui. Ça va très vite les solutions, ça va très vite le cloud. Euh, donc je pense que les compétences pour un data engineer, il faut déjà maîtriser la base avant de pouvoir aller sur regarder tel outil, tel nouvel outil, etc. Et les bases, on les a données tout à l'heure, c'est du SQL, c'est du Python, c'est toutes ces choses-là qui sont aujourd'hui d'ailleurs enseignées dans les différents cursus. Et toi, en tant que salarié, enfin voilà, comment tu te formes à ces évolutions extrêmement rapides? Tu pars en formation, c'est de l'auto-formation, c'est du partage avec les collègues. Il y a un peu de tout ça. Il y a un peu de tout ça. Il y a de l'auto-formation, forcément. Il y a de la veille par rapport à ce qui peut se faire, ce qui peut arriver. Comme je l'ai dit, l'environnement cloud aussi nous permet d'aller très vite sur des POC. OK, je teste si ça, c'est... Ah oui, des proof of concept, donc des tests, on va dire. On va tester quelque chose très rapidement. Et ça permet aussi dans nos métiers de se dire, OK, il y a telle nouvelle technologie, telle nouvelle solution, et de la tester très rapidement sur ces environnements cloud parce qu'ils offrent aussi ces solutions sur étagère ou des machines très rapidement pour pouvoir faire ces tests-là. Donc, je pense qu'avant d'arriver sur ces veilles, c'est aller sur autre chose. L'idée, en tout cas, moi, comment je le vois, c'est de vraiment solidifier cette base du data engineer, et après, tout le reste viendra. Si on maîtrise toutes les compétences qui sont des prérequis, on va après, ensuite, aller sur des solutions qui seront plus adaptées, entre guillemets, au business, aux demandes métiers. Ok. Et selon toi, quelles vont être les évolutions à venir? Les évolutions à venir, je pense qu'on est un peu dedans avec les IA qui se démocratisent. On va avoir beaucoup plus d'IA au sein des entreprises et de devoir du coup adapter aussi, comme je le disais tout à l'heure, ces postes de data engineer à cette vision-là. Maintenant, entre moi, comme j'ai commencé et aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a une volumétrie qui ne cesse de croître sur les données. On doit toujours gérer beaucoup plus de données et en un temps record. Donc, je vois difficilement quelle pourrait être l'étape d'après, mais on est toujours étonné dans le monde de la donnée. Oui, mais aujourd'hui, l'évolution, elle est en cours, on est dedans. Maintenant, l'étape d'après, je ne saurais le dire. Je vais demander à Madame Miramar. Voilà, si tu tombais sur un jeune là qui a envie de se lancer bien dans ces métiers-là, quel conseil tu lui donnerais? Le premier, c'est celui que j'ai dit tout à l'heure. Il faut se concentrer vraiment sur les compétences de base de ces métiers-là parce qu'on peut très vite aller un peu partout et finalement se retrouver nulle part parce qu'il y a plein d'outils, il y a plein de technologies qui existent. Mais finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on maîtrise la base, tout le reste va arriver naturellement. On aura vraiment le socle, la base qui sera là et tout le reste, on peut l'assimiler assez rapidement si on a cette base. Alors que l'inverse est très difficile. Si on commence par la finalité, on va très vite se rendre compte que c'est très dur. Donc le premier conseil que je donnerais, c'est maîtrisons les bases de ces métiers-là et tout le reste viendra après parce que ça va très vite et de toute façon, on va être vite dépassé. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de se mettre en immersion assez rapidement sur les entreprises, sur les métiers qu'on peut avoir, parce que dans les cursus de formation, j'ai l'impression qu'on voit très peu cette cohabitation qu'il peut y avoir entre les métiers de la data. On peut être focus sur un métier, puis ne pas trop voir le lien qu'on peut avoir avec les autres.
Et l'alternance, par exemple, est un très bon moyen de connaître les rouages de ces entreprises et pouvoir s'adapter très rapidement, parce qu'on demande de plus en plus de profils qui soient compétents tout de suite et maintenant, parce que ça va très vite. Merci Tariq. Avec plaisir. Élise, une question peut-être Oui. pour Tariq. Alors, une question qui vient d'arriver, puis une autre après, mais d'abord la première, celle qui vient d'arriver. Donc, bonjour, maîtrise des bases. Quel langage à partir de Python et SQL? Alors, je ne sais pas si la question telle que je la traduis est claire pour toi, Tariq, mais en tout cas, c'est une question qui m'a été, qui est dans le chat. Peut-être que tu peux la voir, ou alors la Je, personne précise. je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais je vais quand même donner un élément de réponse qui pourra Ouais. peut-être y répondre. Effectivement, aujourd'hui, on voit que Python, dans le monde du data engineering, euh, est incontournable. Est incontournable. Plus le SQL, bah forcément, pour aller requêter de la donnée, etc., on a besoin de ces langages-là. Et, et effectivement, ça fait partie du socle. Il n'y a pas que ça, évidemment, hein, mais ça fait partie des bases qu'il faut pouvoir maîtriser dans le bagage du data engineer. Et Romain rajoute une petite précision, un peu de modélisation, visiblement. Oui, effectivement, quand je dis SQL, c'est vrai que ça me parle tout de suite quand je dis modélisation, mais effectivement, vous faites bien de le préciser, Romain, ça va de soi. Oui, la modélisation, bien sûr. Donc, ce qu'on entend Et par modélisation, c'est comment on structure la base de données, comment on fait du lien avec ces différentes tables, ces différentes données, etc. Donc, voilà ce qu'on entend par modélisation dans les bases de données. Merci. peut-être, Élise, si tu me permets, donc une question générale pour Tariq, plus générale, très courte, c'est en lien avec ce qu'a dit Élise tout à l'heure sur la présentation de son étude, sur la question de l'expertise sectorielle. Est-ce que être un expert de la donnée doit aussi passer par une expertise du secteur dans lequel se déploie cette donnée, ou est-ce qu'une donnée en vaut une autre? Et que finalement, un bon data ingénieur ou un bon data scientist d'un type de données sera nécessairement un bon data ingénieur ou un bon data scientist d'un autre type de données sur un environnement différent. Moi, j'ai toujours perçu la connaissance entreprise comme étant un prérequis aussi, parce qu'on n'adresse pas une demande en connaissant les tenants et les aboutissants, comme on adresserait une demande sans les connaître. Euh, Pourquoi? Parce que l'approche technique qu'on va apporter, elle peut être différente si on ne comprend pas la finalité derrière. Donc, on peut le faire peut-être sans, c'est pas obligatoire, mais ça apporte quand même une réelle plus-value d'avoir la connaissance entreprise, la connaissance métier, ne serait-ce que dans les différentes implémentations qu'on peut faire des technologies. Oui, ou je rajouterais, ou tout du moins, c'est ce que moi j'ai entendu de la part des employeurs, tout du moins avoir de la curiosité pour très vite aller s'informer sur ce qu'est le secteur, voilà, et très vite comprendre le secteur dans lequel on est pour pouvoir répondre très rapidement aux besoins, quoi, hein, Tout à et fait. précisément. Mais l'idée, c'est pas d'être expert Non. en ces métiers-là, hein. Les experts, voilà, ils apportent leur expertise, mais avoir quand même une connaissance qui permettrait d'étudier la demande et de la connaître. Encore une fois, faut pas se dire, je vais être expert des métiers que je dois adresser, parce que là, l'étape, elle serait beaucoup trop haute. Merci, merci Tariq. On a une question sur la féminisation des métiers. Quel levier pour féminiser ces métiers? Et y a-t-il des ambassadrices parmi les data ingénieurs? Alors, c'est peut-être une question pour l'ensemble de nos invités, mais voilà, la féminisation de ces métiers-là, où en est-on? Bah, c'est vrai que personnellement, encore une fois, hein, je revois que c'est des équipes très masculines, effectivement. Euh, Après, le poste de data engineer, je pense qu'il doit s'adresser à tout le monde.
Et voilà, je pense que c'est un métier qui pourrait correspondre à tout le monde. Il n'y a pas de définition de genre établie Mm. dès le départ. Euh, et au contraire, j'encourage même toutes les femmes à s'engager dans ces cursus qui sont vraiment très intéressants et enrichissants. Mm. Ben oui. Nous, en société sœur, on a TerraOps. Là, on vient de recruter une DevOps qui fait partie des Fémarènes. Donc, c'est un mouvement comme ça qui vise aussi à promouvoir le digital, on va dire, chez les jeunes filles. Et je suis papa de 3 enfants, j'ai 2 filles. Et effectivement, c'est de notre responsabilité de rendre cela possible, de dire que c'est possible. Mais faut commencer très tôt et de plus en plus tôt. Et je suis persuadé, j'ai pu le faire aussi. Et c'est des interventions au collège en fait qu'il faut faire pour que l'usage des outils technologiques qui est fait dans le cadre global puisse être demain. Je suis acteur de ces usages, je suis acteur de ces technologies. Et là, et dans ce cadre-là, je suis actrice. Oui, il existe, en effet, je rebondis sur ce que dit Romain, il existe des initiatives à échelle locale et nationale. Enfin, il y a par exemple dans le coin, il y a Romain, tu connais peut-être Casseuse de Code. Voilà, il y a plein d'initiatives qui voient le jour comme ça pour promouvoir l'inclusion, la diversité dans le domaine de la tech au niveau des femmes. Ouais, enfin, je vais revenir dessus après l'université, je fais juste un petit crochet. Il y a des choses qui sont faites. Hein. Ça voit le jour en tout cas. Et sans langue de bois, d'un point de vue business, c'est beaucoup plus facile de, de faire travailler une femme qu'un homme. C'est-à-dire que il y a les clients ont aussi cette attente dans leur démarche RSE, etc., etc. Puisqu'il y a ils sont aussi, nous on travaille sur le score impact que l'on a fait pour nous. On voit bien que ça rentre dans les critères de prise en compte. Donc le besoin est là. D'un point de vue marché, les entreprises sont toutes matures là-dessus. J'ai pas vu de difficulté. Là, on a 10 ans malheureusement devant nous pour réussir à passer de jeunes qui rentrent en sixième à sortie d'études. Donc ça va prendre du temps, mais c'est à nous de surcompenser cette chose-là et en évitant que tous les garçons partent faire que des jeux vidéo, puisque c'est aussi le corollaire, j'ai envie de dire, que l'on voit. Et au-delà peut-être du cursus scolaire simple, on voit très bien que les reconversions professionnelles aussi dans ces métiers-là vont très vite, hein. On a des cursus de reconversion qui sont très rapides. Donc peut-être que faire entendre les voix de ces femmes qui sont en poste sur ce type de métier peut aussi aider à des femmes qui seraient dans d'autres secteurs d'activité ou d'autres métiers qui ne les intéresseraient pas. On voit qu'il y a beaucoup de formations qui sont en ligne et qui sont très rapides et qui pourraient leur permettre aussi de venir sur ces métiers-là qui sont demandeurs. Merci pour vos réponses. Eh bien, Marc Fromentin, on va passer à votre intervention. On va parler de l'offre de formation. Pardon ? Élise, pardon, je me permets juste de noter que notre collègue Malika Demeotis vient de mettre un lien sur l'action Wi-Fi, un lien sur le site, une actualité sur le site de Journal Ouest France. Voilà, donc vous pouvez consulter. Marc Fromentin, à vous la parole pour nous faire une petite présentation de l'offre pluridisciplinaire et territoriale, et notamment le projet Normantia. Oui, bonjour à tous. Donc rapidement, alors déjà en introduction, Normantia, c'est un projet normand en fait qui a pour but de promouvoir les formations en intelligence artificielle au sein d'un consortium de 6 écoles. Donc je ne sais pas si on rentre tout de suite dans le détail, parce que dans les questions c'était un peu plus tard, ou si vous voulez qu'on commence peut-être par expliquer déjà le projet dans sa globalité. Bon, on peut. On peut commencer par ça, ouais, je pense. Alors, pour faire assez simple et concis, Normantia, donc c'est un projet qui a pour objectif aujourd'hui de créer une offre de formation pluridisciplinaire territoriale pour tous les niveaux, c'est-à-dire licence, master, doctorat et même de l'acculturation un peu plus jeune, autour de l'IA. Alors, c'est large, hein, ça reste quand même, on n'en a pas encore parlé, mais ça reste un mot quand même assez valise qui englobe un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui, puisque l'IA, si on parle à mes collègues du laboratoire ici, ils vont vous dire que ça fait 40 ans qu'on en fait, mais on n'appelait juste pas ça comme ça avant. C'est
la dimension marketing, et ça, Romain, à mon avis, connaît bien le discours, qui est arrivé là-dessus depuis l'IA générative, qui a changé un peu la donne. Et donc, cette offre pluridisciplinaire qui doit être mise en place, elle s'adresse aussi bien aux spécialistes du domaine qu'aux non-spécialistes. C'est-à-dire qu'on va renforcer les formations d'IA qui sont des spécialistes d'IA, par exemple notre master ici, sciences des données. Mais on va venir mettre des briques d'IA aussi dans des formations qui n'en faisaient pas jusqu'aujourd'hui parce que soit c'est des gens qui vont être pluridisciplinaires, soit des gens qui ont besoin d'avoir des bases. Et ça va toucher tout le monde dans les années à venir, dans les sciences dures comme dans les sciences humaines. C'est un projet qui a pour vocation initialement de former plus de 700 étudiants de niveau master ou ingénieur en IA, donc ceux qui arrivent plutôt en fin de parcours, et sur une globalité, plus de 2500 étudiants en niveau intermédiaire, donc les BUT, les licences, voilà, avant vraiment le passage en master ou la poursuite en doctorat. Et aujourd'hui, donc comme je disais, ce projet regroupe plusieurs écoles normandes, dont les 3 universités principales, donc en Normandie, nos collègues du Havre, nos collègues de Caen. Il y a aussi l'ENSICAN, qui est l'école d'ingé rattachée à l'université. Et sur Rouen, il y a l'ESIGELEC, qui est l'INSA, qui participent au programme. Alors, il y a quelques actions communes, mais après, évidemment, on a tous nos spécificités. On ne forme pas exactement de la même manière et ce n'est pas tout le temps les mêmes formations. Donc, c'est pour ça que tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. Normantia, il faut savoir que c'est un projet qui est financé dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir. Donc ça, c'est des plans d'investissement qui sont lancés par l'État. Et là, en l'occurrence, c'est dans le plan d'investissement France 2030, avec une gestion déléguée à l'Agence nationale de la recherche et, pour notre part, le concours de la région Normandie, sur un projet qui a commencé donc, officiellement le 1er septembre 2023, qui a pour but de s'étendre jusqu'au 31 août 2028. Les dernières annonces du gouvernement sont plutôt quand même en faveur de l'IA. Donc on ne sait pas comment Normantia va être pérennisé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il amène des éléments et de l'eau au moulin pour pousser un peu l'IA en région. Et en fait, je ne vais pas avoir grand-chose à dire, puisque Tariq et Romain ont déjà évoqué tous les sujets, mais ça va se recouper un petit peu sur les infos de formation. Donc voilà un petit peu pour ce qu'est Normantia et comment on l'applique un peu à l'échelle normande et surtout ce qu'on va faire nous à Rouen. Si je déroule un petit peu, en fait, aujourd'hui, nous, sur l'Université de Rouen, le master de référence, enfin, vraiment la formation de référence en IA, c'est le master ici sur le campus du Madrier, qui est le master sciences des données. Donc, il était dispensé jusqu'ici en formation initiale. Il a 2 parcours que je vais détailler un petit peu après. Et je rebondis sur ce que disait Tariq et aussi un peu plus largement sur ce que disait Romain, sur les attentes aujourd'hui des entreprises. Donc, on a écouté un petit peu tous ces professionnels et on a déployé le master en alternance. Alors, pour des raisons administratives, on ne peut pas tout déployer d'un coup. On a déployé l'année dernière le premier parcours. Cette année, on va déployer le deuxième. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir justement répondre un peu en région à ces offres, enfin, ces attentes, en tout cas en termes au niveau des ressources humaines, des professionnels, en proposant dès la première année de master l'alternance. C'est-à-dire que nous, nos étudiants peuvent être embarqués dès la première année sur une globalité de 2 ans ou uniquement sur la deuxième année, mais c'est vrai qu'on préfère pour une intégration. Les sujets de data, c'est rare. Je pense que Romain ou Tariq confirmeront qu'on embarque quelqu'un sur 2 mois. Voilà, c'est des sujets qui sont un minimum sur du moyen terme. Il faut pouvoir, si on veut la traiter, la nettoyer proprement, cette donnée, avoir des gens qui savent comment fonctionne l'entreprise. Ça, j'ai entendu, je suis assez d'accord. Et après, comment la faire? Et là, je rebondis un peu sur ce que disait Tariq et Romain. Je suis d'accord avec les deux, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises, moi, avec qui j'ai échangé, qui sont obligées aujourd'hui de faire le distinguo entre un data scientist, un data engineer, un data analyst, et d'autres qui sont pas forcément moins préparés, mais peut-être un peu moins staffés, sur lesquels ce data, c'est plutôt un data couteau suisse, c'est-à-dire qu'il va faire un petit peu tout. Voilà. Il met toutes les briques. Donc voilà, un petit peu aujourd'hui, nous cette formation, comment elle s'articule et comment on essaye de la faire évoluer. On tend à aller de plus en plus vers de l'alternance. C'est quelque chose dont on a besoin de parler, puisque l'université n'a pas toujours cette casquette un petit peu qui se sentit au niveau des RH comme un formateur d'alternance. Souvent, j'entends « Ah, bah, parce que l'alternance à l'université, oui, donc voilà, on le fait connaître. » Et surtout, on essaye d'avoir un ancrage local par quelques actions qu'on essaye de faire. C'est pour ça que le Data Lab, Red Lab, on se connaît déjà. Voilà, c'est un petit écosystème. On est un petit peu quand même cannibalisé par la présence de Paris tout proche. On voit là, sur la première année d'alternance, on a des étudiants qui font pas les allers-retours quotidiens, puisqu'ils sont une période de formation, une période en entreprise, mais
évidemment avec des donneurs d'ordre plutôt à Paris qu'à Rouen. Donc le but, c'est quand même essayer de les former pour qu'ils restent là de manière un peu plus pérenne et puis que derrière, ils y trouvent leur compte dans des ESN comme Red Lab, par exemple, et qu'ils essayent de rester, même si je sais qu'il y a des problématiques aussi pour conserver après les candidats sur les points qu'a soulevé Romain. Donc sur notre master, si on rentre un petit peu plus dans le détail des parcours, on a 2 parcours, alors qu'on a énormément quand même de matières en tronc commun, mais avec des spécificités. Le premier parcours, il est un peu plus tangible, on va dire, pour le commun des mortels, parce que vous le voyez, vous l'utilisez, c'est un parcours en système intelligent, mobile et embarqué, donc des gens qui vont faire de la data et de l'IA, mais plutôt lié à un peu de développement du mobile, du téléphone portable, c'est-à-dire qu'on forme plus ou moins des profils d'ingénieurs qui sont capables de mener des projets intégrant des aspects logiciels et matériels, et pour tous les secteurs, donc l'information et de la communication, donc c'est-à-dire mobile, smartphone, tablette, vraiment, ils vont pouvoir être capables de déployer l'appli jusqu'à la solution finale. Ça sur du système embarqué en industrie aussi, donc en faisant de ce qu'on appelle de l'IoT, de l'Internet des objets. Et donc là-dessus, en fonction de l'évolution des formations, des technologies, on vient mettre aussi des briques d'IA pour pas faire en fait du logiciel embarqué tout bête et méchant comme ça existe aujourd'hui, mais avec des capacités de géolocalisation ou de tout ce qui va pouvoir arriver là dans les années à venir. Comme ça va très vite, nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'ils vont pouvoir faire, mais on le découvre à travers aussi leur retour d'expérience en stage, en alternance, ou sur des projets d'innovation conception sur lesquels ils travaillent. Les débouchés pour ce parcours-là, on est plus sur des gens qui peuvent partir potentiellement dans l'industrie au sens large. Je sais pas, mais ils peuvent faire de la santé mobile, de la télécommunication, beaucoup dans l'automobile, tout ce qui est secteur aéronautique avec tous les pôles qu'on a ici, notamment à Saint-Etienne avec le pôle NEFMU, avec le pôle Normandie Eurostat, voilà, des profils qui peuvent intéresser ces gens-là. Les transports aussi. Quand aujourd'hui vous validez un ticket de transport ou vous le payez avec votre téléphone mobile, et derrière tout ça, il y a des gens qui travaillent, qui font que ça fonctionne. Le texto, il n'arrive pas, il ne se transforme pas tout seul en titre de transport. Donc voilà, des gens qui travaillent là-dessus. C'est plus des jeunes qui vont avoir été formés sur ce parcours système intelligent, mobile et embarqué. Donc, qui est tangible parce qu'on le sait, parce qu'on utilise nous des applications et on voit un peu ce que c'est. Le deuxième parcours va rejoindre un peu plus ce dont parlait Tariq et Romain, il s'appelle apprentissage automatique pour l'intelligence artificielle. Là, on est sur des gens qui sont plus derrière des écrans, qui vont soit travailler du code, soit fabriquer des LLM, soit nettoyer de la donnée. C'est pour ça que nous, ils ne sont pas formés spécifiquement à un métier de data scientist, de data end, de data analyst, de programmeur, de tout ce qu'on veut, de full stack. Ils ont une vision globale et après, en fonction des appétences des étudiants, celui qui est un crack en maths, il va certainement plus partir sur de la data science pure, peut-être même pour pousser en doctorat, pour lui être celui qui va créer les modèles, donc celui qui est en haut, en haut de la pyramide quand il va venir créer l'algorithme, et pour que derrière, les données ou le modèle fonctionne et il y aura en dessous de lui, entre guillemets, des data engineers qui, eux, vont être plutôt là sur du nettoyage, du tri, du classement de données pour que ça retombe dans les bons pipelines, etc. Donc, ce parcours-là, il est vraiment axé sur l'étude et la conception des méthodes d'apprentissage automatique, ce que vous entendez souvent sous le terme de machine learning quand on parle pour la version anglophone, voilà, de la chose. Donc, soit ils partent vraiment très haut là sur du ML, soit après ils font du tri, du nettoyage, du classement de données. Et ils visent plus donc des profils de formation d'ingénieurs ou de chercheurs spécialisés dans cette discipline qui seront demain, ce que j'ai entendu, nos data engineers, nos data scientists, voire nos data analystes, etc. Donc c'est vraiment des professionnels de la donnée. Et après, en fonction des appétences de chacun, ce sur quoi ils vont se diriger, s'ils sont plus axés maths ou info, ils vont aussi trouver un petit peu ce qui leur plaît, soit au cours des stages, soit l'alternance peut les aider à identifier un petit peu ce qu'ils vont faire. Mais ils ne vont pas être aussi figés que ce que j'ai pu entendre, puisque nous, on les forme un petit peu à tout. Sur les débouchés, c'est pareil, ils vont être intégrés, ça c'est des profils que Romain connaît très bien, hein, qu'il y a déjà eu chez Red Lab ou d'autres sociétés sur Innopolis ou à Rouen. Donc, ils peuvent aussi, il y a beaucoup de demandes dans le domaine des banques assurances, c'est des gens qui traînent beaucoup de données sensibles en plus, ou même de la santé et de la médecine. On a vu malheureusement l'hôpital de Rouen qui s'était fait pirater des données. Aujourd'hui, on n'a pas envie que les données médicales des patients se retrouvent un petit peu dans la nature.
L'énergie, la défense aussi sont des gros pourvoyeurs. On n'a jamais vu, alors évidemment le contexte géopolitique l'explique un peu, mais autant d'offres cette année que chez Thales, Dassault, Safran, voilà, sur des sujets d'actualité voilà, qu'on aimerait un peu éviter, mais qui malheureusement, la guerre passe aussi par la data aujourd'hui, et ce sont des gros pourvoyeurs dans ce domaine. Donc voilà, pour vraiment clôturer le point sur ces deux parcours, on est sur des formations quand même assez complètes qui vont pas, je le répète, qui ne vont pas former à des métiers spécifiques de data scientist ou de data engineer. Ils ont la vision globale sur les outils, sur toutes les unités d'enseignement qu'ils peuvent avoir au cours de ces 2 années-là. Et après, les appétences de chacun feront et le besoin de l'entreprise, ce que disait Tariq tout à l'heure. Peut-être qu'ils vont arriver dans une société où ils vont avoir à faire un petit peu du data science, un peu de data science, un peu de data eng, et puis dans d'autres où ils vont être peut-être plutôt, comme le disait cette fois-ci Romain, plus sur un carcan un peu spécifique parce que le besoin du client à l'instant T est comme ça. Ça, c'est vraiment notre formation, nous, hyper spécialisée là-dessus. Après, sur la complémentarité au niveau de l'université, les licences qui amènent à ça, donc en général, la première année, c'est un tronc commun pour tout le monde. C'est plutôt à partir de la 2e année, ils commencent un peu à avoir des infos là-dessus, mais la 3e année, ils font un choix de partir plutôt en licence électronique, énergie électrique et automatique pour aller sur le parcours système intelligent, mobile et embarqué, parce qu'ils sont déjà un petit peu les mains dedans à toucher un petit peu à tout ça, à ces aspects d'automatisation, de déploiement d'applications. Et s'ils veulent partir sur le parcours apprentissage automatique pour l'intelligence artificielle, on leur conseille plutôt de partir sur une licence info en parcours sciences des données, où là, ils commencent déjà à vraiment travailler sur les premiers aspects d'approche de la donnée. Après, de manière plus large, ce que je disais, c'est qu'on vient mettre de l'IA dans les formations non spécialistes. Alors, ça peut paraître surprenant, mais le STAPS, par exemple, l'Université du sport, où aujourd'hui, un entraîneur de haut niveau, il n'y a pas de... il regarde la vidéo, mais il regarde toutes les vidéos. C'est-à-dire qu'ils ont énormément de jeux de données, de datasets sur lesquels ils doivent travailler. Et donc, l'analyse du jeu passe beaucoup par la donnée. Donc voilà, ça peut être sur des formations comme ça qui paraissent un peu plus exotiques, qui vont avoir des attentes. Mais cette année, on a mis des premières briques d'IA en chimie. On a mis des premières briques d'IA à l'ESITech, qui est l'école d'ingénieurs. Et puis, il y a des sujets peut-être plus surprenants sur lesquels on commence à avoir des attentes en droit, parce que l'IA, ça pose des questions aussi de droit d'auteur, de propriété intellectuelle. Donc, c'est un peu évolutif. On ne peut pas être figé parce qu'il va y avoir des demandes à plein de niveaux. C'est pour ça qu'on est aussi en train d'essayer de travailler au déploiement d'une unité d'enseignement qui pourra être dispensée à n'importe quel étudiant de toute l'université de Rouen dès la L1 pour avoir une acculturation assez rapide à qu'est-ce que l'IA, quelles sont les grandes bases de l'IA, comment est encadré l'IA. Voilà, donc ça n'a pas du tout vocation à être spécialiste, mais n'importe qui, quelqu'un qui sera en lettres, il faut voir comment ça pourrait être déployé. C'est une réflexion vraiment stratégique au niveau de la présidence, de savoir comment on peut mettre ça tout de suite pour pas qu'on rate le wagon, comme on a un peu raté le wagon du digital à certains niveaux, et que même si les jeunes ne se destinent pas à être des professionnels de l'IA, qu'ils sachent ce que c'est, à quoi ça peut servir, et qu'ils apprennent déjà tout bêtement à rédiger un prompt engineering, c'est-à-dire ChatGPT est là, c'est très bien, mais si vous lui demandez pas c'est comme Google, si vous lui demandez pas les bonnes informations, il n'y a pas les bons résultats qui sortent. Donc, il faut qu'on arrive à leur faire prendre conscience que c'est un outil, que c'est pas là pour remplacer les cours, que c'est pas là pour remplacer le travail qu'ils doivent fournir, et qu'ils doivent s'appuyer sur ça, sur les technologies, pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes, mais que si eux se remplacent tout de suite par l'IA, aucun intérêt à venir à l'université. Voilà. Donc, pour le reste du consortium, c'est un petit peu plus dur. Je peux vous dire ce que proposent nos collègues dans les autres écoles, parce qu'on n'a pas les mêmes attentes, les mêmes contraintes, les mêmes formations. Mais voilà, globalement, ça couvre quand même l'offre post-bac jusqu'au doctorat, et il y a aussi des petites actions d'acculturation qui peuvent être menées dans les lycées pour venir faire des petits TP, etc., ou parler juste tout simplement des collègues enseignants-chercheurs qui viennent leur dire qu'est-ce que c'est leur métier, parce qu'il y a quand même une perte un petit peu d'envie pour les sciences en France depuis quelques années, et des décisions qui ont été prises qui font que l'attrait pour les mathématiques, qui est quand même la base de toutes ces formations-là, était un peu mis en retrait, et on le voit
par exemple, on accueille beaucoup aussi d'étudiants étrangers à l'université qui ont un niveau de maths qui est, c'est malheureux à dire, mais certainement aujourd'hui meilleur peut-être que ce que peuvent avoir nos étudiants en sortant du lycée. Donc voilà, un petit peu un point de vigilance qu'on peut avoir. Alors après, j'ai entendu pas mal de points intéressants sur l'adaptation. Romain et Tariq étaient assez, je pense, d'accord sur le fait que ça va très vite. Ça va très, très, très vite aujourd'hui, tout ça. Donc l'adaptation, comment elle se passe? Moi, clairement, ça passe par des contacts directs. C'est-à-dire que Romain m'a appelé la semaine dernière pour me poser une question. Je ne savais pas ce qu'il fallait sous la main en termes d'étudiants pour y répondre. Mais on est obligé de faire comme ça, surtout à l'échelle rouennaise. On va vite, pas tout, globalement, être pas mal à se connaître assez rapidement. Donc nous, on a un conseil de perfectionnement annuel, par exemple, pour parler très concrètement, auquel on convie des étudiants, auquel on convie des entreprises, et on écoute un peu les remontées d'informations, les retours d'expérience de stage, d'alternance. Voilà, ils nous disent, moi aujourd'hui dans telle entreprise, j'ai fait du Python, du SQL, ok, très bien, c'est classique, ça, on vient dans l'information, on continue, il ne faut pas l'arrêter. Ou au contraire, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a un nouvel outil qui arrive, ce serait peut-être bien d'être familiarisé parce que c'est un outil qui a de l'avenir. Donc voilà, on n'est pas forcément, nous, au niveau de l'approche théorique, toujours peut-être au contact le plus direct des attentes pratiques. On n'est pas non plus à des années-lumière, mais il se peut qu'il y ait un outil qui arrive fort et vite sur le marché, sur lequel il faille s'adapter. En fonction de ces remontées, à la fois des étudiants et des professionnels, on peut essayer de limiter les éventuels décalages qui se font entre l'approche théorique et la pratique, et de faire évoluer ce qu'on appelle, nous, les maquettes, c'est-à-dire les unités d'enseignement des syllabus qu'on peut assez bien adapter. On a des outils aussi après, par exemple, nos étudiants qui sont en système intelligent mobile embarqué, tous les ans, ils sont challengés sur ce qu'on appelle des PIC, des projets d'innovation-conception, avec des vrais clients sur lesquels ils sont jugés à la fin, et ils doivent amener une preuve de concept qui fonctionne, et après, libre au client ou pas de le déployer dans son organisation. Mais donc, on essaye un peu comme ça d'amener des touches de professionnalisation, parce que c'est vrai que peut-être, comparé à des écoles d'ingé où ils sont peut-être mis un petit peu plus tôt dans le bain professionnel, nous, c'est vrai qu'avant la licence ou le master, ils n'ont pas encore mis les pieds en entreprise. Donc, c'est pour ça que voilà, on essaye de répondre un peu aux attentes. Ce que j'ai entendu tout à l'heure de la part des deux professionnels qui ont parlé avant moi, de proposer de l'alternance, parce qu'il y a des vrais besoins, je pense, sur ces domaines. Et puis, comme ça permet de peut-être pas attendre les stages pour que les étudiants puissent avoir cette approche professionnelle. Mais on leur laisse aussi le choix de pouvoir postuler en initiale, parce que tout le monde n'est pas forcément fait ou taillé pour l'alternance, en fonction des parcours par lesquels ils arrivent sur le master de data science. Donc voilà un petit peu comment aujourd'hui on fait, un petit peu ce qui se passe à l'université de Rouen. Et après, je suis complètement en phase avec ce que j'ai entendu sur les différences entre les métiers, data science, data eng. Je pense qu'on est tous un petit peu sur les mêmes problématiques finalement, quelque part. Nous, on n'a pas j'entendais tout à l'heure parler de partenariat, on n'a pas à proprement parler aujourd'hui, parce qu'en plus, on a aussi l'étiquette d'établissement public qui nous permet de ne pas forcément pouvoir verrouiller certaines choses, mais par contre, on parle à tout le monde, et moi, mon rôle, c'est aussi de faire le lien et de faire la passerelle. Je pense que clairement, Romain, avant, il ne pouvait pas appeler un collègue enseignant en disant tiens, moi, je cherche tel ou tel profil. Là, la semaine dernière, on avait besoin d'échanger. Il me dit est-ce que tu sais ci, est-ce que tu sais ça bon, ça permet aussi de pouvoir se parler un peu plus facilement. C'est pas que les gens ne veulent pas, c'est qu'il n'y avait pas forcément de points de contact assez fluide aujourd'hui entre le privé et le public là-dessus. Et nous, on a une offre de formation qui peut répondre peut-être à ces attentes et qui n'est pas assez connue. Donc, c'est aussi mon travail un petit peu d'essayer de la faire connaître. Donc, le rôle, c'est d'être proactif, d'avoir en face de nous des professionnels qui sont proactifs. Et là, j'en ai trouvé. Et pour qu'on constitue un petit peu ce réseau en local, donc il y a pas mal d'événements qui sont faits autour de l'IA. Il y avait une journée au village Baïséa à Rouen l'année dernière. Il y a Normandie AI aussi qui a poussé, qui a fait un bel événement en décembre. Et puis nous, on a essayé modestement à notre échelle de faire venir les professionnels à l'université en novembre de l'année dernière. D'ailleurs, Romain était là, parce qu'il est sur tous les fronts. Et donc, l'idée, c'était de faire venir les entreprises pour qu'elles puissent présenter leurs environnements, les cas d'études, et dans un second temps, échanger tout simplement sur les métiers. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui un data eng? Parce que mes collègues leur apprennent ici et ce qu'ils vont vivre après en entreprise, il y a forcément peut-être un petit décalage. Et ce que disait Tariq, c'est que d'une entreprise à l'autre, c'est pas forcément la même notion
d'attente sur un tri de données, etc. Donc, c'était bien qu'ils puissent confronter des gens qui sont dans le bain et dont les parcours sont différents. Et donc, voilà, on va essayer de reproduire ce petit événement au sein de nos locaux en y greffant le plus de personnes intéressées. Donc, toutes les personnes que ça pourra intéresser, pas de problème pour vous transmettre mes coordonnées. Et puis, j'enverrai peut-être le lien de la page du master aussi dans le chat si vous voulez en faire. Tout n'est pas forcément jour, parce que c'est pas moi qui ai la main sur le site. Mais voilà, donc merci, Marc. Merci beaucoup pour cette présentation large, claire, précise, parfait. En parlant d'espace où on va pouvoir réunir tous les acteurs autour de ce sujet, eh bien, Bruno Tenaille va pouvoir nous en parler. Le Data Lab Normandie, justement, un endroit où tous ces acteurs peuvent se rencontrer, notamment. Voilà, Bruno, je vous laisse la parole. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Bruno Tenaille, je travaille à la direction de l'aménagement numérique de la région et je suis responsable du service information géographique et open data qui va maintenant jusqu'au Data Lab. Et j'ai une petite partie de mon service aussi, enfin une partie, la moitié, qui est dédiée au traitement de la donnée pour les services de la région, notamment la donnée géographique, mais ça va jusqu'à de la programmation et des autres traitements de données. Alors la région est concernée de façon un peu transversale par ces sujets de données, de numérique. En effet, au titre de ces différentes compétences, l'aspect développement économique des entreprises, le fait que les entreprises s'adaptent et adoptent aussi ces technologies, l'aménagement du territoire, les infrastructures numériques, bien sûr le domaine de la formation, on intervient aussi dans l'enseignement supérieur et la recherche. Donc on est concerné de différentes façons. La région elle-même est un acteur de la donnée. On produit beaucoup de données pour notre activité. On la traite. On doit ouvrir aussi ces données, ce qui suppose un peu de structurer ces bases de données. Voilà, on a une compétence dans le domaine spécifique, dans le domaine de l'information géographique. En 2017, la région a adopté une stratégie numérique normande, un petit peu avec un double axe, un axe de doter le territoire en ressources numériques et puis un axe plus sur la transformation numérique du territoire, dont effectivement faire émerger un écosystème régional de la donnée. Et en fait, la région a un peu cette double vision dans ce qu'elle entreprend, et ça c'est également aussi au niveau du Data Lab, à la fois faire en sorte que les acteurs adoptent un petit peu ces technologies, exploitent la donnée pour aller plus loin en termes de compétitivité, de meilleurs services rendus au public. Donc il y a cet aspect-là de transformation numérique des acteurs qui est toujours très présent. Et puis, une action aussi pour faire en sorte que l'offre de services réponde aussi à ces besoins. Donc, en soutenant des entreprises, en animant l'écosystème, en soutenant des infrastructures comme le centre de données régionales. Et cela, en considérant un petit peu l'ensemble du cycle de vie de la donnée, puisque ça va parfois de la collecte de l'information, le stockage, le traitement, la data visualisation. Voilà, il y a tout un ensemble d'aspects. Et donc la région se positionne au travers, notamment avec le Data Lab, un petit peu comme un fédérateur de l'ensemble des énergies autour de ce secteur, compte tenu notamment des enjeux qui sont multiples, enjeux économiques, mais aussi d'adaptation, j'ai vu dans le chat, de reconversion des acteurs, des enjeux de souveraineté, des enjeux climatiques. Et donc, dès 2019, la région avec aussi sous l'impulsion aussi d'acteurs économiques et de la recherche,
a lancé ce Data Lab Normandie, d'abord sous la forme d'une expérimentation, en rassemblant voilà, tous les acteurs intéressés par la démarche, tant publics que privés, pour essayer de structurer une action un petit peu globale sur ce domaine-là. Donc, vous pouvez passer à la diapositive suivante. Donc, une phase d'expérimentation, donc avec beaucoup d'acteurs, mais finalement, on avait qui a permis d'expérimenter des projets, de lancer des initiatives, de mettre en synergie, mais avec un partenariat qui était complètement intégré dans la gouvernance. Donc, dans un deuxième temps, on a essayé de resserrer cette gouvernance au travers d'une coordination régionale, associant notamment 4 partenaires assez complémentaires. Vous pouvez pas, je pense que c'est sur la diapositive suivante. Alors, dans le Data Lab, on a à la fois des entreprises, à la fois qui apportent leur expertise, mais aussi des entreprises qui utilisent aussi fortement utilisateurs de données, des collectivités, voilà, et puis le secteur évidemment de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la santé. Alors la coordination Data Lab, elle est constituée de la région qui, elle, a effectivement un rôle d'animation de réseau. Alors on a un réseau de l'information géographique, on a des réseaux autour de l'open data, on a un projet qui va arriver de plateforme Data Normandie, qui va être un outil fédérateur, qui représente aussi le secteur public. On a l'Agence de développement de la Normandie qui, elle, apporte tout le soutien en termes d'accompagnement aux entreprises. Le client avec des moyens techniques, plateau de calcul notamment, et puis l'INSA de Rouen, mais qui a un rôle un petit peu de fédérateur des laboratoires de recherche sur ces questions-là. Donc, cette coordination, elle s'appuie sur c'est la diapositive suivante, sur les expertises présentes en région, qui sont des expertises scientifiques, plutôt du domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, et puis nos expertises des entreprises, des startups, des entreprises spécialisées du secteur, telles que Red Lab, qui fait partie du Data Lab Normandie. Donc, ce réseau d'experts qui peut être mobilisé pour différentes actions sur lesquelles je reviendrai, notamment des cœurs experts, des projets collaboratifs, pour échanger aussi les expériences. Et donc, on développe, on a une sorte de réseau de ces experts via l'adhésion à une charte d'experts qui se structure et se développe actuellement. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, le rôle du Data Lab, c'est d'abord effectivement de fédérer les acteurs, de les mettre en réseau, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, entre des utilisateurs, l'enseignement supérieur, les acteurs du monde économique, il y a intérêt à faire naître des synergies en fait entre tous ces acteurs. Voilà. Une autre action importante, c'est l'acculturation à la donnée, comme je l'ai dit, il y a encore un gros travail de transformation numérique des acteurs. On s'en est rendu compte lors d'une enquête qu'on a faite, puisqu'on élabore une feuille de route régionale de la donnée. Effectivement, encore beaucoup d'entreprises, de collectivités qui doivent mettre le pied à l'étrier de la donnée pour leurs usages. Donc, cette acculturation, on l'a fait de différentes façons. Par exemple, en direction des entreprises, via un événement Solutions et Actions qui a été évoqué, qui va être reproduit à Caen cette année, donc avec l'appui de l'Agence de développement de la Normandie. Donc là, je crois que ce sera le 5 juin cette année à Caen. Et puis aussi des universités des territoires normands
là qui va viser une cible plus de collectivités territoriales au cours de laquelle voilà, on a un atelier sur ce que peut apporter l'IA, la donnée aux collectivités. Dans l'offre de services aussi, un apport d'expertise au travers de cœurs experts auxquels participe aussi Red Lab, qui vise à apporter des solutions à des acteurs. Les acteurs viennent, voilà, des collectivités, des entreprises viennent avec une problématique donnée qu'elles ont, et donc on mobilise le réseau des experts, voilà, qui étudie la demande et comment, via des applications, via des solutions, on peut répondre à des besoins. On intervient également en accompagnement de projet. Alors pour ça, on peut s'appuyer également sur des dispositifs financiers dont on dispose. On a un dispositif qui s'appelle Booster IA pour développer des preuves de concept, tester des solutions. On a également le FEDER, les fonds européens, qui peuvent aider aussi au développement de projets. Voilà. Et puis on a d'autres dispositifs aussi en lien avec notre direction de la recherche et de l'innovation, l'AD Normandie. Et on aide aussi on essaye de faire en sorte que les acteurs normands puissent s'inscrire aussi dans des appels à projets européens, nationaux. Donc, on est pas mal en veille sur le sujet. Et en fait, enfin, un aspect important du Data Lab, c'est aussi de promouvoir les expertises normandes, les expertises de nos entreprises, les expertises de l'enseignement supérieur et de la recherche au travers voilà, de manifestations, d'événements. On a évoqué Normandie AI, ça peut être Vivatech, c'est toutes sortes d'événements comme ça. On a mis aussi également en place un cycle de webinaires du Data Lab Normandie, alors qui est aussi une opportunité qui adresse une fois par mois un sujet spécifique, mais qui est aussi une occasion de mettre en exergue des compétences et des expertises normandes. On va pouvoir passer à la diapositive suivante. Voilà, donc ça pour montrer un petit peu tout ce que on a pu faire voilà, au cours de ces années récentes. Donc, je pourrais revenir sur le détail, mais je crois que le temps, on est un peu pressé par le temps, mais pas mal de projets de financement européen, notamment dans le domaine de la santé, des expérimentations Booster IA, voilà, des cœurs experts. Et on peut passer à la diapositive suivante. Voilà, pour illustrer aussi en appui de Normantia, on a mis en place et avec eux une application numérique pour montrer un petit peu les compétences et les formations normandes dans le domaine. On en a dénombré 59, dont 39 en alternance, ce qui est pas mal, donc avec les pôles. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à ce qu'on a dit, c'est qu'évidemment, dans le type de formation, on a un gros volet informatique, mais on voit qu'il y a des formations de plus en plus thématiques qui intègrent ces aspects-là. Donc, cette application-là, vous pourrez la retrouver sur le site du Data Lab Normandie, le nouveau site du Data Lab Normandie, qui va être mis en ligne en avril. Pour conclure ma présentation, je dirais qu'on a encore finalement, en termes d'expertise, en termes d'outils, je dirais d'appui, on a beaucoup de choses en Normandie et on a la chance d'avoir des entreprises voilà, qui ont développé une offre de services tout à fait intéressante. L'offre de l'enseignement supérieur, voilà, qui est très forte. On a des laboratoires de qualité. On a un centre de données régional. Donc, je dirais qu'on est pas mal en termes d'offres. Ce qu'il faut qu'on pousse aujourd'hui, c'est vraiment l'acculturation des acteurs, faire en sorte que plus d'acteurs s'approprient la donnée comme une ressource pour leur activité, pour leur compétitivité, pour apporter voilà, de meilleurs services aux citoyens quand c'est des collectivités. Merci. Alors, Élise, peut-être une
Une petite question. Ah, non, tu voulais réagir, Elise? Non. Non. Oui. Vas-y. Peut-être une question un peu technique et peut-être une question plus générale, mais qui sera ouverte à tous les participants, peut-être pour conclure. Une question un peu plus technique, c'est est-ce qu'il y a des prérequis particuliers pour intégrer ces métiers de la donnée, ces formations à la donnée? Est-ce qu'il faut être mathématicien dans l'âme? Est-ce qu'il faut être scientifique dans l'âme? On l'a un peu vu, hein, il y a eu des choses qui ont été dites là-dessus. Il suffit peut-être parfois d'avoir un peu de bonne volonté puis un peu d'intuition. Mais voilà, est-ce qu'il y a des prérequis? Côté université, je parle vraiment beaucoup sur du spécifique. Pour intégrer par exemple un master en data science, il faut forcément arriver avec un bagage, une licence de mathématiques, informatique, ou avoir fait un premier cycle ingénieur, parce que intégrer au niveau master, c'est déjà parti un peu sur du trop pointu pour si on n'a pas de base. De toute façon, la sélection, elle s'opère aussi sur les dossiers, donc ça pourrait pas passer. Après, je peux pas parler sur l'attente des professionnels. Romain, Tariq seront mieux que moi, parce qu'il y a des gens qui se sont formés aussi, un petit peu comme on dit, sur le tas, et qui ont appris dans leur métier, et qui sont certainement aussi doués, voire plus que les étudiants qui sortent d'école. Mais sur la partie purement universitaire, il y a ces prérequis quand même à l'entrée en master spécifique. Si. Je ne sais pas si d'autres intervenants veulent réagir sur cette question. Moi, juste, comme le disait Bruno, effectivement, il y a une notion de proximité au métier, c'est-à-dire faire une reconversion. L'IA et la data, de toute façon, sont en train de basculer de métiers, sont en train de basculer doublement. Soit ça devient hyper expert, et du coup, on ne peut pas rentrer comme ça si on n'est pas un spécialiste mathématique, etc. Ou alors, ça se vulgarise, et du coup, ça devient une compétence bureautique. Demain, ChatGPT, et autres LLM, ça sera du Word, de l'Excel et du LLM. Et donc, ça veut dire qu'on peut déjà y aller. Power BI, ça fait un bout de temps que ça existe. Et on voit bien que c'est un outil de data viz qui fait le boulot, qui permet de faire de data analyse. Donc, je pense que quelqu'un qui connaît bien son métier peut faire de la reconversion pour aller sur ce type d'usage. Par contre, si on veut rentrer sur les métiers dits d'expertise, il faut effectivement passer par un cursus, on va dire, plus technique, technicien ou école d'ingé, pour avoir le socle et surtout la robustesse attendue. Parce qu'en fait, si on commence à mettre des données qui ne sont pas bien modélisées, bien nettoyées, à dispo, tout ça, les métiers derrière, ils vont pas pouvoir se brancher sur quelque chose qui tourne. Les applis, elles vont pas pouvoir se brancher sur quelque chose qui tourne. Donc, c'est à la fois plus ouvert sur data analyse, data viz, mais par contre peut-être plus pointu parce que ça s'est structuré sur la partie cachée de la data et de l'IA. Merci. Tariq, si ça te semble cohérent aussi. Oui, tout à fait. Oui, je suis en phase avec ça, effectivement, même si je nuancerais un petit peu plus puisque je milite pour que quand même on sache ce qu'il y a derrière. Tout à l'heure, je disais le cloud, on va très vite, mais il y a des travers, hein. À aller très vite, c'est que c'est des boîtes noires parfois et qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc au premier bug, c'est le crash et on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment débugger et puis on ne sait pas comment résoudre ce problème finalement. Donc effectivement, il y a des outils qui nous permettent d'aller très vite et de ne pas avoir peut-être tous les prérequis, mais attention peut-être aussi aux effets de bord qu'on peut avoir et qu'on peut ressentir très rapidement quand il y a une erreur et qu'on ne sait pas débugger. Merci, messieurs. Élise, peut-être juste une dernière question, mais très très rapide, parce qu'en écho à ce que vient de dire Bruno Tenaille, et puis ce qu'a évoqué en toute première intervention Romain Rayot sur le marché de la data qui semblerait être en retard en Normandie. Je crois que c'est ce que vous aviez dit, monsieur Rayot. Est-ce que ce marché de la data il est en retard parce que la Normandie est ce qu'elle est, c'est-à-dire avec un tissu économique qui est peut-être moins disposé à intégrer de la data dans ses process, ou est-ce que c'est parce que tout simplement il n'y a pas assez de jeunes, moins jeunes d'ailleurs, qui ont le souhait de venir travailler sur ces données-là en Normandie? Alors peut-être que Data Lab, il répond en partie à cette question, j'imagine. Mais...
Pour moi, quand je parle de retard sur la data, c'est pas un retard de compétences. C'est comme ça a été dit finalement, c'est l'usage sur les nouvelles stacks qui est pas encore assez développé par rapport à ce qui se fait. Le problème, c'est que les early adoptants de nouvelles infrastructures, de nouvelles approches autour de la data et de l'IA sont plutôt en Île-de-France, qui est quand même qui fait plus de la moitié du marché national. Et donc nos entreprises normandes ont mis du temps à s'y mettre et du coup, il y a des projets qui sont déjà un peu plus avancés, plus matures à 1 heure et demie ou à 2 heures de train, ce qui fait que c'est à nous d'être pertinents pour garder les compétences en data que l'on a, que l'on doit renforcer, mais que l'on a en région, en tant qu'employeur, en tant que territoire, et que les entreprises du coin jouent aussi le jeu pour s'ils ont besoin d'un expert data, pas exiger que ce soit un Parisien qui vienne 3 jours par semaine à Rouen ou à Caen ou au Havre, mais peut-être se donner 1 mois ou 2 pour qu'on puisse leur donner aussi leur chance pour pouvoir faire des projets data avec des boîtes normandes, avec des consultants normands. J'aimerais quand même apporter un élément de réponse parce que c'est une anecdote toute récente, hein. On a lancé un recrutement là très récemment et on est en cours de recrutement pour un poste de ce qu'on appelle MLOps, donc pour le machine learning. Ce qui est assez saisissant, c'est que je vais rejoindre ce que disait Marc tout à l'heure et ce que vient de dire Romain, c'est que on a beaucoup de profils déjà qui sont hors Normandie. Je crois qu'on a reçu 2 ou 3 profils sur les 50 qui sont en Normandie. Donc 2-3 sur 50, ça fait quand même très peu. Et on a beaucoup de personnes qui ont un cursus qui a commencé à l'étranger, donc un niveau de mathématiques et autres qui est très très bon, et qui ont finalisé leurs études en France et dans des entreprises françaises et qui ont des profils très très intéressants. Donc aujourd'hui, le marché, il est celui-ci. Ce qu'on constate, nous, en tout cas, dans les recrutements qu'on a et qui vont venir, c'est qu'on a, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas y répondre, mais très peu de personnes issues de Normandie. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour vos interventions à chacun d'entre vous. Alors, on avait prévu, on a prévu une petite, si on y arrive, un petit temps d'échange, pourquoi pas, avec les participants. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas comprises, ben, n'hésitez pas. Alors peut-être que je vous laisse un petit temps de réflexion. Je voudrais très vite parler des ressources qui sont à votre disposition concernant cette thématique. Alors évidemment, je renvoie vers l'étude sur les métiers de la donnée et de l'intelligence artificielle, mais aussi je vous invite fortement à aller naviguer sur le Scoopit de compétences numériques et IA, qui est une veille spécialisée réalisée par nos chargés d'information. Et donc, où on peut y trouver vraiment beaucoup d'informations, beaucoup d'articles. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre Scoopit. Je vous remercie encore beaucoup d'avoir pu vous libérer, d'avoir pu venir témoigner. Voilà, donc encore merci beaucoup à nos 4 intervenants. Merci aux participants d'être restés jusqu'au bout. Une dernière petite information, nous organisons le 27 mars prochain à Pont-de-Mer les rencontres du Cariforef qui sera sur la thématique du numérique au service des acteurs de l'emploi formation. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, plein de choses intéressantes au cours de cette demi-journée. Voilà. À très bientôt pour un autre rendez-vous et puis bonne suite, bonne continuation à vous 4 messieurs qui êtes intervenus. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir à tous, merci. Au revoir aussi. Au revoir. Au revoir.